Révolution digitale, épisode 84. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Allez, on retourne en Belgique. Ça faisait un petit temps, dans le quartier du Châtelain à Bruxelles, où la fondatrice de Make Sense nous invite dans sa boutique. Immersion dans de délicates et relaxantes senteurs de lavande, de beurre, de karité et d'huile de chanvre. Après plusieurs années formatrices dans une grande firme industrielle cosmétique, elle décide de lancer sa propre marque, engagée autour de valeurs saines, éthiques et écologiques. Alternative à la cosmétique traditionnelle, sa gamme de produits naturels certifiés vegan, bio et slow cosmétiques se concentre sur l'essentiel et sur les bienfaits de la nature. Tribu Digital, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de parler avec une entrepreneure de conviction qui prône un retour à la nature, aux ingrédients bruts et à des produits avec une vraie valeur ajoutée pour la santé. Sophie Transo. Salut Sophie. Salut François. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Sophie, depuis la Belgique, est-ce que tu es prête à nous inspirer? Mais avec plaisir, je suis toute prête. Génial. Bon, écoute Sophie, on commence tout de suite alors, pas avec une question, mais je viens de donner un tout petit résumé de qui tu es. Alors, Est-ce que tu veux quand même rajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Et avant qu'on parle de tes projets, peut-être, si tu as envie, c'est pas obligé du tout, mais si tu veux nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle ou peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi. Oui, justement, j'allais dire ce qui manque peut-être dans ton descriptif, qui était très très complet, ceci dit, c'est un peu qui je suis en dehors de mon projet professionnel. Donc, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants de 12 et 10 ans, un garçon et une fille. J'ai la chance d'avoir 2 chouettes enfants qui m'entourent au quotidien. Et j'habite Bruxelles depuis une vingtaine d'années, mais à l'origine, je suis Carolo, donc de la région de Charleroi. J'ai grandi dans le sud de la Belgique et puis depuis que je bosse, je suis à Bruxelles depuis 20 ans. Voilà. C'est génial. Et figure-toi, c'est vraiment très marrant parce que on a eu Fred Colantonio par exemple qui est venu l'année passée et je pense qu'il est de la région de Charleroi. Mais bon, c'est vrai? Fred, tu me corrigeras par les réseaux sociaux si je me suis trompé, mais il me semble que c'est ça. C'est parfait. Excellent. Et Bruxelles, voilà, c'est la capitale, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu as ouvert plusieurs boutiques, tu me corrigeras aussi. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais concrètement avec Make Sense? Comment ça fonctionne, voilà. Oui. Alors, le projet est né il y a 7 ans, effectivement, suite à mon expérience professionnelle dans le milieu de l'industrie cosmétique. Et la proposition de départ, qui est toujours la même actuellement, même si elle évolue au travers des années, évidemment, elle se réinvente un peu en fonction aussi de nos découvertes et de notre expérience, c'est de proposer une alternative à la cosmétique conventionnelle. Alors, c'est large comme thématique, mais l'idée, c'est de sensibiliser les personnes à ce qu'elles utilisent comme produit, à mieux comprendre leur peau et à mieux choisir des produits issus de la nature qui vont répondre à leurs besoins, à leurs problématiques, tout en pensant aussi à l'écologie et au fait d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. Donc, c'est un vaste programme qui peut se décliner sur différentes facettes, aussi bien sur des produits que sur de la formation, que sur du do-it-yourself. Donc, on a vraiment plein d'outils à disposition pour justement faire passer ce message, mais ce qui réunit tout ça, c'est l'alternative à une cosmétique industrielle.
Wow. Mais d'où est venue l'idée à la base de lancer, ou en tout cas de créer ces produits? Je vais dire que ça a été un parcours, c'est venu un peu de manière très intuitive. Je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc j'étais dans la cosmétique. En même temps, j'ai eu à cette époque-là, donc il y a une dizaine d'années, plus ou moins mes enfants, et j'ai eu envie de leur proposer, de les soigner autrement que par des médicaments conventionnels. Et donc je me suis tournée vers l'aromathérapie à ce moment-là, mais ça pour des raisons plus familiales. Et cette formation a fait effet un peu déclencheur quand même dans ma tête en me disant tiens, en fait il y a vraiment moyen d'utiliser des plantes pour se soigner, et donc pourquoi pas aussi pour indirectement soigner sa peau. Et donc du coup j'ai continué à creuser cette piste parce que ça me plaisait bien, et il se fait qu'à cette époque-là, avec une amie qui elle était plus orientée sur l'écologie, on s'est retrouvés autour de ce rêve. Au départ c'était plus un rêve de créer un projet autour de cette thématique. Et tout est parti de là, en fait. Wow. Et ben justement, tu viens de parler d'aromathérapie et de formation et de tout un tas de produits, de services. C'est de la diversification. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé d'emblée quand tu as lancé ton projet, cette diversification? Pourquoi est-ce que c'est important? Oui, on y a pensé dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, on voulait proposer des produits, du conseil et transférer un savoir-faire et donc faire des formations. Les trois choses étaient déjà présentes dès le départ, mais on va dire qu'elles se sont épanouies avec le temps. Ça veut dire que la gamme au départ était vraiment toute petite, notre propre marque était toute petite, et on proposait plutôt des produits d'autres marques aussi pour des raisons financières, parce qu'on n'avait pas les moyens de financer le développement d'une gamme au départ. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du transfert des compétences par les formations, les personnes, les clients venaient chez nous en disant non mais moi je veux vos produits, je veux pas les produits d'une autre marque, je veux les vôtres. Et donc c'est grâce aussi à cette demande que on a un peu appuyé sur l'accélérateur au niveau du développement d'autres gammes. Ça crée un peu un cercle vertueux finalement. Tout à fait, tout à fait. Mais tes produits, ta gamme de produits naturels est certifiée bio, elle est aussi certifiée Slow Cosmétique. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, le mouvement Slow Cosmétique, il est arrivé, donc nous, on l'a lancé, Make Sense, en 2011. Le mouvement Slow Cosmétique, il est né plus ou moins en 2012-2013, sous l'impulsion de Julien Québec, qui est aussi belge, figure-toi, et qui a travaillé de nombreuses années chez Pranarome aussi, donc un des piliers de l'aromathérapie en Belgique. Et il a lancé ce mouvement dans le même écho que le mouvement de la slow food, en prônant une cosmétique plus éthique, plus responsable, indirectement aussi plus naturelle, mais avec un mode de consommation alternatif. C'est génial. Et ça, c'est quelque chose, on retrouve ce concept partout dans le monde, partout en Europe, ou c'est juste en Belgique? C'est plutôt francophone pour le moment, donc Belgique, France. Je pense qu'il y a certaines initiatives pour l'étendre sur des pays comme l'Espagne, etc. Mais pour le moment, ça reste assez francophone. D'accord. Et c'est quoi les critères alors pour pouvoir correspondre, de manière générale, je veux dire, obtenir la certification? Il y a plusieurs critères, mais les plus importants, c'est le côté sain, donc les cosmétiques sains, donc indirectement naturels, certifiés bio. Le côté éthique, donc avec vraiment plutôt la mise en avant d'artisans qui vont fabriquer et pas tellement de boîtes industrielles justement. Et le mode de consommation responsable, donc acheter moins mais mieux. Voilà, j'adore ça. Et Tribu Digital, c'est important de garder ces petites choses en tête, parce que c'est ça qui vous permet de parler à une certaine audience, à des clients qui aiment ce genre de concept. Et voilà, gardons ça à l'esprit. On va tout de suite maintenant passer au parcours de Sophie, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Sophie, on commence toujours par cette question ici qu'on appelle l'appel à l'aventure. Alors quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur? Comme je te le disais, ça a été plutôt, c'est venu à moi un peu par hasard. J'ai pas eu un déclic. Je me suis jamais dit un jour je fonderai ma boîte. C'est marrant de dire ça a posteriori, mais par contre c'est quelque chose qu'on me renvoyait régulièrement, même quand je travaillais en tant qu'employée dans l'industrie. On disait souvent de moi, tu es un peu un électron libre. Tu es un peu un élément dans un groupe. On sentait qu'il y avait comme l'émergence de quelque chose d'entrepreneurial, mais
qui pouvait fonctionner aussi dans une structure industrielle. Et puis, ce projet est venu à moi vraiment un peu par hasard, vraiment en suivant mon intuition. Et voilà. Et en fait, je m'épanouis très, très bien là-dedans parce que je pense que la notion de liberté, de choix et de créer son propre travail, je trouve ça génial, en fait. Quand je regarde ça de l'extérieur, même en dehors du fait que c'est moi qui l'ai créé, je trouve que tous les projets d'entrepreneurs qui créent leur propre travail, je trouve que c'est génial. Voilà. Oui, mais justement, je trouve ça vraiment formidable et c'est vraiment quelque chose d'inspirant, en tout cas pour moi et pour nous. Mais tu disais que tu aurais pu avoir l'opportunité de développer un projet entrepreneurial dans une grande structure, peut-être même là où tu étais avant, parce que tu étais employé de grandes structures comme ça. Qu'est-ce qui a vraiment fait que tu l'as fait pour toi-même et pas au sein d'une grande structure, justement? Parce que à un moment charnière, je me retrouvais plus du tout dans ces modes de fonctionnement industriel où j'avais l'impression que je n'avais plus de plus-value personnelle, en fait. Et donc, je me suis dit, mais ok, oui, j'ai une bonne position, je bossais bien, je faisais ce qu'on me disait de faire, mais j'avais perdu toute la créativité, toute la plus-value personnelle. En fait, j'avais l'impression que si j'étais remplacée par quelqu'un d'autre, il arriverait très très bien à faire le même job que moi, puisque on n'allait pas chercher vraiment quelque chose de très différenciant qui avait plus attrait à ma personnalité. Et ça, je pense que dans un projet comme le mien aujourd'hui, justement, ça me permet de mieux l'exprimer, ce que je suis. Alors, c'est très subjectif et ça plaît ou ça plaît pas, mais ça a au moins l'avantage de ramener de la créativité et la touche personnelle que j'avais perdue. En tout cas, je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que ça plaît. Et j'avais envie de rebondir sur ce que tu viens de dire ici. Tu t'es lancé, tu avais quel âge, si c'est pas indiscret? C'était il y a combien de temps? C'était il y a, donc ça fait 7, on va dire qu'il y a 10 ans, le projet a émergé, j'en ai 44, donc 34. Voilà. Et pourquoi je posais cette question au Tribu Digital? C'est parce que souvent, on pense que on a raté le train quand on a ces rêves fous de lancer quelque chose, on se dit, on est trop vieux, on est trop jeune, on est trop ci, on est trop ça. Mais non. Et 34 ans, attention, c'est jeune. 44 ans, c'est jeune, hein? On est bien d'accord. Oui, Mais ça veut dire que vous devez pas être un jeune entrepreneur sur Instagram de 19 ans pour lancer une start-up aujourd'hui. Et on est rentré dans un monde où cette imagerie sociale, oui, oui, voilà, exact, tout va tellement vite. Non, vous pouvez encore lancer un business à 34 ans, vous épanouir et faire un truc incroyable comme Sophie est en train de le faire. Et ici, Sophie, alors, qu'est-ce qui, selon toi, était la partie la plus difficile à accomplir dans le lancement de ton projet? Je dirais que c'est le financement. C'est un peu toujours le nerf de la guerre, hein, dans les petites structures comme ça. Je trouve que la partie financement, c'est vraiment un peu mon boulet, quoi. Mais depuis le départ, et je pense que ça le restera, j'ai l'impression que c'est un peu le boulet de tout le monde dans ce domaine. Donc on fait avec, on trouve des solutions, et je suis toujours confiante de trouver des solutions. Mais c'est un peu pénible. Ça veut dire que ça demande pas mal d'énergie, de temps, qui du coup n'est pas du temps consacré vraiment au projet. Enfin, indirectement si, hein, on est bien d'accord, parce que sans financement il n'y a pas de projet. Mais voilà, moi c'est la partie où j'ai le plus de mal. Mais je pense aussi que cette partie-là est plus difficile pour moi parce que elle a trait aussi au fait d'être redevable d'une certaine manière de l'argent, et c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal. Donc, dans ma notion de liberté, d'entrepreneuriat, j'aimerais bien mon entreprise idéale, ce serait une entreprise à 100% autofinancée. Mais c'est vraiment compliqué. Ah oui, non, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelqu'un qui aura une idée parmi notre audience. Et si c'est le cas, prenez contact avec nous et avec Sophie, s'il vous plaît. Et non, c'est vraiment super. Et peut-être, Sophie, est-ce que tu aurais un conseil justement sur la question du financement que tu pourrais donner à ceux qui se lancent ou qui ont la même question que toi, peut-être basé sur ton expérience? Je pense que la vraie expérience que je peux partager, c'est qu'il y a toujours des solutions et qu'on a l'impression parfois d'être un peu seul au monde quand on est entrepreneur et qu'on est face à des problématiques de financement, qu'on a l'impression qu'on va jamais trouver des investisseurs ou de l'argent, ou que les banques vont nous claquer la porte au nez. Et j'ai l'impression que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, au final, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Donc je trouve que c'est assez rassurant quand même.
D'accord. Et voilà, il faut rester à l'affût de ces portes qui s'ouvrent, ne pas perdre espoir, pardon. Ouais. Et bon, tu as parlé du financement comme étant une des difficultés que tu as trouvées, surtout que lorsque tu t'es lancé, peut-être toujours un peu maintenant. Mais Sophie, est-ce que tu pourrais ici peut-être nous parler de ton pire moment, vraiment le pire du pire du pire que tu as eu dans ton expérience d'entrepreneur, hein? Est-ce que tu peux nous emmener dans ce moment et nous le raconter? J'hésite entre deux moments. Je pense que je vais prendre le plus récent. En fait, en 2016, on a connu une super année au niveau de notre développement. Ce qui fait que pour la première fois, on avait réussi à ne plus être en perte au niveau de notre bilan. Et donc, on avait réussi à dégager un premier bénéfice qui, évidemment, a servi à rembourser les dettes des années précédentes. Mais c'était quand même une première petite victoire. Et ça, j'étais vraiment très très contente. Et en fait, ça a eu comme effet sur moi de perdre ma vigilance en 2017. Et donc en 2017, je me suis de nouveau pris une claque au niveau de mon bilan. Et ça a été très dur. Ouais. En fait, 2017, je l'ai pas du tout vu venir comme ça. J'avais l'impression que c'était bon, qu'on était parti là et que voilà, maintenant ça allait continuer sur cette voie-là. Et du coup, j'ai pas bien investi ou j'ai pas pris, il y a certaines décisions qui n'étaient pas les bonnes, aveuglée un peu par ce bon résultat de 2016. Et donc, bilan 2017, j'étais un peu désespérée. Je me suis dit, ah non, mais ça va jamais aller, en fait. D'accord. Et donc là, je suis vraiment passée par une phase en 2010, enfin non, du coup, début 2018. Il n'y a pas si longtemps que ça, enfin plus ou moins à la même époque l'année passée en fait. J'étais un peu désespérée parce que j'avais l'impression que c'était bon, qu'on avait accusé le coup de toutes ces années de démarrage et que maintenant on était plutôt dans un cercle vertueux. Et en fait, il faut tout le temps rester vigilant. Et ça a été un vrai apprentissage. Maintenant, j'en suis ressortie et voilà, je suis de nouveau à bloc, mais c'était difficile, oui, de se confronter à ça. Ouais, c'est une leçon énorme et c'est vrai, ne pas se reposer sur ses lauriers, être toujours vigilant. Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à surmonter ce passage, ce moment difficile? De discuter avec d'autres entrepreneurs. de simplement, en fait, ce qui se passe aussi, c'est quand on est seul à bord, même si j'ai des collaboratrices avec moi, je trouve que c'est difficile parfois, enfin, on se sent quand même assez seul et on a l'impression que, du coup, on va jamais s'en sortir, mais dès qu'on se reconnecte à d'autres entrepreneurs ou même des conseillers ou des personnes qui ont plus d'expérience et qui peuvent simplement dire non, mais tu peux pas arrêter, c'est pas possible, regarde ce que tu as fait jusque-là. Tu ne peux pas, c'est ok, tu as pris certaines mauvaises décisions peut-être, ok, tu ne t'es pas bien fait conseiller et les personnes qui étaient autour de toi ne t'ont pas alarmé assez vite, mais c'est pas pour autant que tout est acheté à la poubelle. Et donc, dès qu'on ouvre de nouveau le dialogue et l'échange, c'est reparti, quoi. Donc, moi, j'ai pas besoin, en fait, de grand chose pour me faire redémarrer. Je pense que c'est juste de discuter, de plus se sentir seul. On sent vraiment que tu as en toi la fibre de l'entrepreneur, hein. C'est vraiment chouette et Tribu Digital, c'est vrai, c'est sans doute le conseil qui revient le plus, de bien s'entourer, d'être bien entouré, d'aller chercher le conseil, de pas rester dans son coin à penser qu'on va pouvoir tout solutionner soi-même. En fait, non, c'est juste pas possible. Et je pense que c'est peut-être même ça le but ou une des grandes leçons de l'entrepreneuriat, c'est de se battre contre cette solitude. Voilà. Et écoute, Sophie, si tu pouvais résumer alors la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur, en quelques mots, que penses-tu qu'on doit retenir comme leçon? D'être persévérant, d'être passionné et de garder son objectif toujours en point de mire, en fait. Sa mission personnelle dans ce projet, parce que le projet est une manière d'exprimer aussi une forme de passion et de mission personnelle. La mienne, c'est de transférer cette alternative, c'est d'informer les gens, de leur expliquer. Et ça, c'est mon projet, c'est ma mission. Mais Xen sert à ça. Et je pense que de garder ça et de savoir que c'est ça son objectif, ça permet de garder sa voie, quoi. Voilà, Tribu Digital, persévérez, ne baissez pas les bras.
Regardez, Sophie, elle aurait pu baisser les bras en 2017-2018. Quel aurait été le résultat? Elle est toujours là, elle parle avec nous aujourd'hui. Et surtout, si vous persévérez et que vous faites les efforts, vous devrez aussi faire des pauses. Et nous, on va faire une pause, Sophie, une pause café ou une pause cocktail. Et c'est toi qui choisis la pause que tu préfères. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Alors, que choisis-tu? Je choisis la pause cocktail. Pause cocktail, et c'est parfait. Alors, Sophie, voilà, partons à la pause cocktail. Et ici, on se retrouve à la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, Sophie, que prends-tu? Un mojito. Et voilà, on est installé et je t'envoie la première question, Sophie, qui est: comment gères-tu le stress et la peur? Je le gère ou la gère en faisant pas mal de yoga. Et souvent, je me rappelle une petite phrase qui dit « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et ça m'aide à dépasser certaines peurs. Et je trouve que par l'expérience de par le biais de différentes expériences, on se rend compte qu'en fait, toutes ces peurs sont plus bloquantes et que de les dépasser, c'est pas si compliqué que ça. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Ce serait le livre que j'ai lu sur les leçons tirées de 40 ans d'expérience de Patagonia. Ça s'appelle Un business responsable. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'inspire toujours. Ce sont des bouquins dans lesquels je retourne régulièrement. Alors, à quoi ressemble ta journée type? Ou bien est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques tous les jours et qui t'aide à être au top? Non, j'en ai pas parce que j'aime pas la routine. Donc je suis plutôt du genre à pas avoir 2 journées les mêmes. Après, on a évidemment des choses qui se ressemblent. Quand je m'occupe de mes enfants, je suis bien obligée de les conduire tous les jours à l'école, etc. Donc souvent je me lève, je m'occupe effectivement de mes enfants, je vais conduire ma fille en vélo à l'école, ça me prend déjà 1 heure, donc j'ai le temps sur mon vélo de réfléchir à pas mal de choses, ouais. D'écouter des podcasts. Voilà, ce matin c'était un peu risqué parce qu'il a neigé, figure-toi, à Bruxelles, et donc oui. et donc là ça glisse pas mal, j'ai failli tomber de mon vélo quand même. Mais bon voilà, je suis là. Ah mais non, fais attention. Ouais, je suis là. Donc voilà, après j'aime bien prendre le temps d'un petit déjeuner, justement une fois qu'ils sont partis à l'école, c'est moi qui déjeune, donc je me prends un quart d'heure, 20 minutes que pour moi. J'ai besoin en fait, de plus en plus je me rends compte d'avoir des moments soupape comme ça où je me retrouve face à moi-même. Et puis je pars bosser en vélo et là les journées ne se ressemblent pas, c'est-à-dire que je peux aussi bien passer des journées à fabriquer, je peux passer des journées à conseiller, je peux passer des journées à simplement aider mon équipe. Voilà, et selon la journée, je vais être plutôt assise, debout ou en train de discuter. Et puis le soir, quand je rentre, je m'occupe de nouveau de mes enfants, je passe du temps avec eux, j'aime bien discuter avec eux, donc on passe pas mal de temps autour du repas, de la discussion. Et puis souvent le soir, je retravaille un peu, une fois qu'ils sont au lit, une fois que j'ai un petit peu plus de temps plus calme. Alors c'est plutôt des moments de réflexion ou des moments pour faire de l'administratif, ça dépend un peu. Génial. Alors qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Ça c'est une bonne question. Ce qui m'inspire beaucoup, je pense que c'est quand même tout ce mouvement de transition qui se passe à différents niveaux de la société pour le moment. En Belgique, je ne sais pas si vous avez entendu là-bas, mais il y a tous les étudiants maintenant qui se sont mis à manifester 1 fois par semaine. Ils sèchent les cours pour manifester, pour sauver le climat. Et donc ça fait ça remue pas mal de choses ici en Belgique parce qu'il y a eu pas mal de manifestations tout publiques qui se sont passées depuis ici le début de l'année. Et le mouvement s'accélère de plus en plus, il prend de plus en plus d'ampleur et il se réveille vraiment sur différentes couches de la population. Et je trouve que c'est très inspirant, en tout cas c'est assez interpellant. Et pour toutes les personnes qui jusqu'ici ne se posaient pas la question de savoir ce que serait le monde de demain, je pense que là, plus personne n'a le choix en fait. Oui. Et donc, je trouve que c'est passionnant et c'est pour moi une vraie forme d'inspiration aussi.
Et ben justement, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis, et merci beaucoup de mettre le doigt dessus. Et, écoute, on sait jamais, la prochaine question, tu vas peut-être rebondir là-dessus ou pas, c'est selon, mais si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Je pense que je changerais la manière dont le monde politique est organisé. C'est-à-dire que j'ai l'impression aujourd'hui que la manière dont on fonctionne par rapport au peuple politique et à tout ce qui se passe derrière au niveau des lois, etc., j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus. Alors je j'ai pas la solution, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Je ne dis pas que la décision doit revenir au peuple, parce que je pense que ce serait anarchique, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a besoin de se reposer les bonnes questions à ce niveau-là et que la manière dont les politiques fonctionnent aujourd'hui n'est plus en adéquation avec les attentes du peuple, de la population. Mais voilà, c'est assez vaste hein, et c'est large et parfois je suis révoltée de ça parce que j'ai l'impression qu'on fait des choses et qu'il se passe rien derrière et je me dis mais il y a quand même un truc qui fonctionne plus là, qu'est-ce que c'est quoi? Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir changer ça ou trouver des moyens pour changer ça, mais je pense que c'est complexe et que ça va prendre plusieurs années, voire dizaines d'années pour révolutionner ça et j'espère que ce sera à temps pour que l'avenir des générations futures soit préservé, mais ouais, je trouve ça questionnant quand même. Non, mais c'est absolument vrai, c'est super bien dit, c'est même génial. Et d'ailleurs, pourquoi on pose cette question assez difficile quand même dans une pause cocktail où on est censé être sur l'accès. C'est ce que j'étais en train de me dire en fait, c'est pas un cocktail comme vous. Non mais si, mais c'est parce que c'est l'idée, c'est que à la fin du cocktail, on est couché sur le sable, on regarde les étoiles et puis on se regarde et on dit et toi tu changerais quoi dans le monde, tu vois? Et d'habitude on dit un truc sous l'influence du cocktail, mais là comme on est très sérieux encore, on a dit un truc très sérieux. Mais je te remercie pour ça. Et je disais donc que la raison pour laquelle j'aime bien poser cette question, c'est parce qu'elle peut stimuler des idées, elle peut apporter à la réflexion à des personnes qui nous écoutent dans la francophonie partout dans le monde. Ben voilà, il y a un problème. Nos invités trouvent que c'est un problème dans le monde qui devrait être changé, amélioré. Oui. Est-ce qu'il y a une idée peut-être qui pourrait sortir de ça, un projet entrepreneurial qui pourrait aller disrupter, perturber peut-être le status quo et améliorer les choses, améliorer l'humanité, améliorer la vie des gens, oui. La vie de la planète, des animaux. Voilà. Donc c'était un peu dans cette logique-là et je te remercie parce que j'adore ce que tu viens de dire et voilà Sophie, bah voilà, on arrive à la fin de l'épisode et ça a été vite cette pause et je dois te remercier d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. Alors Sophie, ben non, vraiment, c'est le plaisir. Et pour nous, et pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais alors à nos auditeurs de la tribu et auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Entourez-vous bien. Entourez-vous bien, discutez, dialoguez, apprenez des autres. Oui, entourez-vous. Voilà, tout est dit. Sophie, vraiment, merci du fond du cœur. Alors, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Oui. Et si tu as une annonce à faire, eh ben, la tribu digitale t'écoute. Alors, donc, sur le site, notre site, c'est www.makesense.be avec un tiret entre le make et le sense. Ça, c'est le site sur lequel vous retrouvez un peu tous nos produits, nos ateliers, nos conférences et l'e-shop. Ensuite, on est assez actif sur Facebook et sur Instagram, de nouveau avec Make Sense, parfois avec Sense Cosmetics, ça dépend un peu comment on cherche, mais les deux doivent fonctionner. Donc là, vous pouvez d'office rester en contact avec nous. On a aussi une newsletter, on peut s'inscrire en ligne. Au niveau de l'annonce, ce que je voudrais dire, c'est oui, allez voir notre site, allez voir ce qu'on fait. C'est vraiment des chouettes produits, des chouettes alternatives. Ça vaut la peine de s'y intéresser, d'essayer, même si on fait un tout petit changement dans sa salle de bain sur une année, c'est déjà ça de fait, et votre peau vous remerciera. Voilà, Tribu Digitale, vous venez d'entendre Sophie Transo partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Sophie dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui, bien entendu. Et n'oubliez pas d'aller visiter la page de Sophie sur www.makesense avec un tiret entre le make et le sense. Et sense, je pense que ça s'écrit
S-E-N-Z. Enfin, je ne pense pas, je suis en train de le lire. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit, je vous le dis. Et allez sur Facebook, sur Instagram, inscrivez-vous à sa newsletter et allez voir tous les produits magnifiques et pourquoi pas les formations d'aromathérapie de Make Sense de Sophie. Ça a l'air formidable. Sophie, vraiment merci du fond du cœur d'avoir partagé ton aventure avec la tribu digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Ouais, merci. Ciao. Voilà, Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Sophie. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points, il suffit de cliquer dessus pour le partager. Si vous utilisez une autre plateforme comme Castbox, vous pouvez cliquer sur Share, c'est souvent en anglais. Si c'est en français, cliquez sur Partager, localisez, n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je remercie évidemment tout le monde pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur votre plateforme préférée et évidemment si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revo Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi nous sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable et que vous avez énormément à offrir, que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!